Bienvenue sur Velvet Vault Luxury. Aujourd'hui, nous parlons d'un sujet fondamental, mais rarement expliqué clairement. Ce que les riches savent sur l'argent, que l'école n'enseigne pas. À l'école, on nous apprend à travailler dur, à avoir de bonnes notes et à chercher la sécurité. Mais on ne nous apprend presque jamais comment fonctionne réellement l'argent, comment il circule, comment il se multiplie et surtout comment il peut travailler pour nous, au lieu que nous travaillions toute notre vie pour lui. Les personnes les plus riches du monde n'ont pas simplement plus d'argent. Elles ont une compréhension différente de l'argent. Dans cette vidéo, nous allons explorer ces différences et partager des idées concrètes que tu peux commencer à appliquer dès aujourd'hui. La première grande différence entre les riches et la majorité des gens, c'est leur relation à l'argent. Pour beaucoup, l'argent représente une fin. Gagner plus, posséder plus, se rassurer. Il devient une mesure de réussite, parfois même une source d'identité. On travaille pour l'argent, on pense en fonction de l'argent et on organise sa vie autour de ce qu'il permet d'acheter. Les riches, eux, ont une vision radicalement différente. Pour eux, l'argent n'est ni une récompense, ni un symbole à afficher. C'est avant tout un outil. Un outil pour créer, pour structurer, pour développer quelque chose qui dépasse largement le simple fait de posséder. Prenons l'exemple d'Ingvar Kamprad, le fondateur d'IKEA. Pendant des années, il a figuré parmi les hommes les plus riches d'Europe. Et pourtant, son mode de vie est resté étonnamment simple. Voiture modeste, dépenses limitées et une vie presque ordinaire. Ce choix n'avait rien à voir avec une privation. Il était stratégique. Kamprad comprenait que l'argent devait servir à renforcer un système, pas à nourrir une image ou flatter l'ego. Chaque euro devait avoir une fonction claire, améliorer la logistique, réduire les coûts, optimiser les processus et rendre l'entreprise plus efficace et plus durable. C'est exactement là que se situe la différence fondamentale. À l'école, on nous apprend à travailler pour gagner de l'argent. On échange du temps contre un salaire, en espérant qu'en travaillant plus, on gagnera plus. Les riches, eux, cherchent à utiliser l'argent pour amplifier leurs résultats. Ils se demandent comment un même euro peut produire plus d'impact, plus de valeur, plus de croissance. Ils ne se demandent pas seulement « combien est-ce que je gagne ?», mais plutôt « qu'est-ce que cet argent me permet de construire ?» Un système, une entreprise, une structure capable de fonctionner même sans leur présence constante. Quand on comprend que l'argent est un outil, la question n'est plus de savoir combien on possède, mais comment on l'utilise. Et ce changement de perspective, à lui seul, sépare déjà profondément deux visions du monde. Le modèle que l'on nous enseigne très tôt est simple. Travailler, être payé, consommer. C'est un schéma rassurant, facile à comprendre et largement accepté comme une norme. On travaille pour gagner de l'argent, puis on utilise cet argent pour améliorer son confort, se faire plaisir ou se rassurer sur son niveau de vie. La consommation devient alors la récompense visible de l'effort. Les riches suivent une logique très différente. Pour eux, la question n'est pas « qu'est-ce que je peux m'offrir ?», mais plutôt « qu'est-ce que cet argent peut me rapporter ?» Prenons l'exemple d'Amancio Ortega, le fondateur de Zara. C'est l'un des hommes les plus riches d'Europe et pourtant l'un des plus discrets. Peu d'interviews, peu d'apparitions publiques et aucun besoin d'afficher sa réussite. Pendant des années, Ortega a réinvesti la majorité de ses bénéfices directement dans son entreprise. Son argent n'était pas destiné à impressionner, mais à renforcer un modèle économique solide. Il a concentré ses investissements sur des éléments clés, le contrôle de la production, la rapidité d'exécution et l'optimisation permanente des coûts. Résultat, un système capable de transformer une idée en produit vendu en magasin en quelques semaines seulement. Un avantage concurrentiel difficile à copier. Ortega comprenait une chose essentielle. La consommation procure une satisfaction immédiate, mais temporaire. L'investissement, lui, construit une liberté durable. Les riches acceptent donc de retarder le plaisir, non pas par privation, mais parce qu'ils pensent en termes de levier et de long terme. Ils savent que chaque euro consommé aujourd'hui est un euro qui ne travaillera pas pour eux demain. À l'inverse, chaque euro investi intelligemment peut ouvrir de nouvelles possibilités. C'est pour cela qu'ils utilisent l'argent comme une graine que l'on plante, que l'on nourrit,
et qui finit par produire bien plus que sa valeur initiale. L'argent n'est pas une récompense immédiate, mais un outil stratégique. Et quand cette logique devient un réflexe, la trajectoire financière change radicalement. L'école parle très peu d'un concept pourtant fondamental, un concept simple mais décisif, la différence entre un actif et un passif. Un actif met de l'argent dans ta poche, un passif en retire. Dit comme ça paraît évident. Et pourtant, la majorité des gens passent leur vie à faire exactement l'inverse de ce qu'ils pensent faire. Ils travaillent dur, ils gagnent de l'argent, et avec cet argent, ils accumulent surtout des passifs. Une maison plus grande, une voiture plus chère, des charges fixes toujours plus élevées. Tout cela donne une impression de réussite. Mais en réalité, plus ils gagnent, plus ils doivent continuer à travailler pour maintenir ce niveau de vie. Les riches, eux, raisonnent différemment. Avant d'acheter, avant d'investir, avant même de s'engager, ils se posent presque toujours la même question. Est-ce que cela va me rapporter quelque chose à long terme? Ou au contraire, est-ce que cela va me coûter de l'argent, du temps, de l'énergie, sans jamais rien produire en retour? Prenons Robert Kiyosaki, l'auteur de Père riche, Père pauvre. Sa richesse ne repose pas sur un salaire élevé. Elle repose sur des actifs, des entreprises, de l'immobilier générant des revenus, des droits intellectuels comme ses livres et ses formations qui continuent de produire de l'argent même quand il ne travaille pas activement. Kiyosaki le rappelle souvent, la vraie liberté financière ne vient pas de ce que tu gagnes, mais de ce que tu possèdes. Les riches cherchent à posséder des actifs, pas forcément visibles, pas forcément spectaculaires, mais efficaces. Des systèmes, des parts d'entreprise, des sources de revenus multiples, des structures capables de fonctionner, de produire et de croître sans dépendre constamment de leur présence. L'école valorise la stabilité. Un diplôme, un emploi sûr, un salaire régulier, ce n'est pas inutile. Mais ce n'est pas suffisant. Les riches valorisent d'autres choses. La capacité à créer, à comprendre et surtout à contrôler des actifs. Comprendre la différence entre actif et passif, ce n'est pas un détail technique. C'est un changement de regard. Et une fois que ce regard change, chaque décision financière prend une toute autre dimension. Un point commun presque universel chez les personnes riches, c'est l'investissement constant dans leur état d'esprit. Avant l'argent, avant les actifs, avant les systèmes. Il y a la manière de penser. Les riches comprennent que l'argent n'est pas seulement une question de chiffres, c'est avant tout un jeu mental, un jeu de confiance, de patience, de résilience et surtout de vision à long terme. Prenons l'exemple de Melanie Perkins, la cofondatrice de Canva. Avant de bâtir l'une des entreprises les plus utilisées au monde, elle a essuyé des dizaines de refus d'investisseurs. Pas quelques-uns, des dizaines. Elle n'avait pas de réseau puissant, pas de statut particulier, pas d'avantages évidents face aux géants déjà en place. Mais elle avait deux choses essentielles, une vision claire et une capacité exceptionnelle à apprendre, à persévérer et à s'adapter. Plutôt que d'abandonner, elle a utilisé chaque refus comme une information, chaque critique comme un ajustement, chaque échec comme une étape du processus. Elle avait compris un principe fondamental. La valeur précède toujours l'argent. En se concentrant sur la création d'un produit simple, intuitif et réellement utile, elle n'a pas cherché à impressionner. Elle a cherché à résoudre un problème. Et en créant de la valeur pour des millions de personnes, l'argent a fini par suivre. C'est exactement ce que comprennent les riches. Ils investissent en permanence dans leur esprit. Ils lisent, ils apprennent, ils observent, ils remettent en question leurs propres croyances. Ils savent que leur plus grand actif n'est ni leur compte en banque, ni leur entreprise, ni même leurs investissements. C'est leur façon de penser. Parce qu'un mauvais état d'esprit peut détruire la meilleure opportunité. Mais un bon état d'esprit peut transformer une idée simple en succès mondial. L'école enseigne surtout quoi penser. Les riches, eux, apprennent comment penser. Et tant que leur esprit progresse, leurs résultats finissent toujours par les rattraper. C'est pour cela que, avant d'investir dans l'argent, ils investissent dans leur esprit. Parce qu'à long terme, c'est toujours lui qui fait la différence. Ce que les riches savent sur l'argent n'est ni un secret, ni un privilège réservé à une élite. Ce sont des principes simples, mais rarement expliqués clairement. Voir l'argent comme un outil et non comme une fin. Investir avant de consommer. Penser en termes de long terme et non de gratification immédiate. Construire des actifs plutôt que d'accumuler des symboles.
et surtout, développer une mentalité solide, capable de décider avec lucidité, même quand le temps, la pression ou l'incertitude s'installent. Si ce contenu t'aide à voir l'argent autrement, alors tu es exactement à ta place. C'était Velvet Vault Luxury. Abonne-toi à la chaîne, like cette vidéo et partage en commentaire l'idée qui t'a le plus marqué. À très bientôt pour continuer à explorer les codes réels de la richesse et du luxe.